Les contrefacteurs turcs ont vraiment fait fort. Ils ont utilisé une grande marque américaine de jouets pour vendre du chocolat. Un coup marketing dans la contrefaçon qui cible les enfants. À la connaissance du détenteur des droits de la marque, ça n'était pas connu, c'est-à-dire que ce produit-là n'est pas commercialisé théoriquement. Donc ça veut dire aussi, d'un autre côté, que le contrefacteur invente le produit qui va aller avec. C'est-à-dire qu'il fait du chocolat, mais pour que ce soit vendeur, il va apposer un logo qui n'est pas le sien. Il y a aussi des sauces tomates. Donc c'est du concentré de tomate d'une marque italienne. L'origine, c'était le Nigeria. À partir de ce moment-là, les collègues se sont posé des questions à savoir est-ce que vraiment il s'agissait d'un produit italien venant du Nigeria. La société nous a répondu que ce n'était pas de ces produits, que c'était des produits contrefaits et que de plus en plus, ils étaient victimes de contrefaçon. Il y en a près d'une tonne. Mais là, vous en avez 50 par carton, 50 de 70 grammes. Vous avez deux conditionnements, vous avez un conditionnement qui est plus gros. Résumons-nous. Nous avons affaire à de la fausse sauce tomate italienne, saisie au Havre, en provenance du Nigeria et fabriquée en Chine. Chaque jour, 400 millions de conteneurs naviguent inlassablement sur les mers du globe. Ils transportent des marchandises depuis les usines du monde entier jusqu'au consommateur final. Dans ces conteneurs, des produits qui ne sont pas toujours ce que l'on croit. À l'intérieur, ça devrait être du déodorant. Ce produit doit être mis sur la peau. C'est vraiment très dangereux. De plus en plus de contrefaçons, souvent indécelables, qui ressemblent aux objets familiers de notre vie quotidienne. On a trouvé des chocolats. Les produits qui ont été saisis sont porteurs de germes. Des produits dangereux, destinés parfois même aux enfants. Des marchandises menaçantes pour la santé des consommateurs. Il y a notamment du plomb, des métaux lourds, des acides ou autres qui sont absolument interdits dans la composition d'un produit cosmétique. Des contrefaçons qui ne respectent pas les normes de sécurité. On voit même déjà des débuts de fissuration, des morceaux de garniture qui s'en vont. D'où viennent ces produits? Où peut-on les retrouver? Comment les repérer? Pendant plusieurs mois, nous avons remonté les filières de la contrefaçon pour enquêter sur les organisations criminelles qui ont la main sur ce marché. En Chine, point de départ du scandale caché des faux pesticides qui arrivent jusqu'en Europe, dans nos campagnes. Pas de problème, je peux fournir tous ces produits. En Turquie, où la contrefaçon de pièces automobiles est un sport national. Nous pouvons mettre absolument tous les logos. En Ukraine, dans le plus grand marché de la contrefaçon à ciel ouvert. Personne ne vient ici pour acheter de vraies marques. Pour protéger les consommateurs, les douanes contre-attaquent. Dans le plus grand secret, nous avons pu filmer la plus importante opération de lutte anti-contrefaçon jamais menée par l'Organisation mondiale des douanes. On a eu une augmentation de plus 2500% de contrefaçon de produits alimentaires, plus 2600% sur les pièces détachées automobiles. Aux commandes, Christophe Zimmermann, ancien douanier des stupes. À 24 heures du lancement de la mission, les douaniers de 13 pays du pourtour méditerranéen mettent en place le dispositif. Il faut qu'on sache ce qui se passe. « 5 juillet 2010, port de Casablanca. Christophe Zimmermann donne le coup d'envoi de Max 55, l'opération exceptionnelle qui va occuper les douaniers européens pendant 5 jours. Dans 13 pays, dans 16 ports de la Méditerranée, les douanes vont ouvrir des conteneurs. Mission, arrêter les faux produits, trouver les nouvelles routes empruntées par les contrefacteurs et leurs modes opératoires. Nos caméras étaient dans 5 ports. Au Liban, où les douaniers locaux ont rarement l'habitude de lutter contre la contrefaçon, Sandra Wens, une douanière belge, est venue en expert pour les aider. Celui-là arrive de Chine, il faudrait le contrôler. En Croatie, Fred Salvage, l'expert écossais, va devoir travailler avec les moyens du bord. Vous ne pouvez jamais savoir ce que vous allez trouver. En France, à Marseille, nos caméras ont suivi les douanes nationales. Et aussi en Roumanie, à Constanța, un pays à haut risque car voisin de l'Ukraine
porte d'entrée de la contrefaçon en Europe. Regarde l'expéditeur. Ce sont des Bulgares, de Sofia, des téléphones mobiles. Et c'est à Casablanca que se trouve le QG de l'opération, avec Christophe Zimmermann, le chef, qui va lui-même s'occuper des conteneurs entrant au Maroc. Christophe Zimmermann a passé 20 ans dans les trafics illicites. C'est un chasseur. À partir des documents de transport des conteneurs, il cible les marchandises à contrôler et se trompe rarement d'objectif. Ça va, cher ami? Tout va bien? Qu'est-ce qu'on avait dedans? Un chargeur de batterie. Aujourd'hui, on compte plus de 4 milliards de téléphones mobiles utilisés dans le monde. Les contrefacteurs ont flairé le filon. Ces produits arrivent de Chine et Christophe Zimmermann en est sûr, ce sont des faux. Petit cours de lutte anti-contrefaçon aux douaniers marocains qui, visiblement, ne voient pas où est le problème avec ces batteries de téléphone. Made in Europe? Oui. Là, j'ai un problème. C'est Made in China, c'est pas Made in Europe. Pourquoi c'est marqué Made in Europe ici? Ah, c'est une marque, ça, monsieur Sagem. C'est une... Sagem? Ah, bah, oui. C'est une marque. Donc là, on est mal, là. Parce qu'en plus, au niveau de la sécurité, je peux vous dire, non seulement il y a une fausse déclaration d'origine, mais en plus, c'est une marque, donc c'est de la contrefaçon. On a de l'original partout. Il n'y a pas plus faux. L'origine est fausse, c'est la marque est fausse. Ça, c'est des petites bombes, ça. On a un risque d'explosion de la batterie. Et en plus, on a un risque d'explosion du téléphone. C'est-à-dire que quand vous téléphonez, si vous mettez ce genre de pile, ça peut exploser, ça vous explose à l'oreille. Il y a déjà eu plusieurs accidents en Europe, notamment. Il faudrait qu'on fasse une analyse de ces batteries, et ces batteries vont se révéler explosives, c'est certain. C'est certain. Après ces premières découvertes, les douaniers décident d'inspecter tous les cartons. Ou alors là, c'est assez symptomatique. On a 3 contrefaçons de marques sur la même pièce. On a Nokia, on a LG et puis on a MP3. On a déjà trouvé même plusieurs produits avec 4 marques différentes. C'est simplement pour, voilà. La marque étant un signe de reconnaissance sociale très souvent parmi les consommateurs. Donc plus on a de marques, et mieux ça fait. Et les contrefacteurs vont encore plus loin. Ils vont même jusqu'à reproduire les garanties de sécurité mises en place par les constructeurs pour protéger les consommateurs. C'est pas mal fait, ça. Hein? Ils ont fait un hologramme anti-contrefaçon, contrefait. Max. Nous avons trouvé plus de 100 000 batteries, kit main libre, téléphone. Nous avons la totale. Essaie de joindre Nokia et Sony Ericsson. Tu appelles Beverly, tu vas sur Internet, tu trouves le numéro de Sony Ericsson et tu les appelles. Ça vient de Chine, non? Ouais, ça vient de Chine. De Guangzhou, Chine. D'accord. Max a un rôle primordial pour l'opération. Sa mission, centraliser au QG le nombre de saisies faites dans chaque port. C'est lui aussi qui appelle les marques victimes de contrefaçon. Max doit maintenant s'assurer que les marques de téléphonie mobile ont déposé une demande d'intervention auprès des douanes marocaines. Sans cette formalité, les douanes locales ne peuvent pas garder la marchandise qui repart alors sur le marché. On était certain de trouver quelque chose ici. C'est pour ça qu'on l'a sélectionné et qu'on lui a mis 4 étoiles. On les a trouvés cette fois-ci. Ils savent qu'on les a trouvés, donc ils vont changer. Et nous, on court derrière eux. C'est un peu, en anglais, on dit catch-22. C'est un peu le jeu du chat et de la souris. Et malheureusement, on ne gagne pas tout le temps. Si, Max, oui, Max, dis-moi. Sagem, non? Si. Motorola, oui. Ok. Et maintenant, nous devons vérifier pour Samsung. Car sur le même emballage, il y a écrit Motorola. Et sur la batterie, on a Samsung, fabriqué au Japon, qui arrive de Chine. Ah, ok. C'est une vraie saloperie. Mierda totale. Deux heures après le début de l'opération, en Roumanie aussi, les saisies se multiplient. Dans les hangars s'empilent des cartons pleins de faux produits. Ici, les douaniers ciblent de façon prioritaire les cosmétiques et les produits de beauté
en raison de leur probable incidence sur la santé. Qu'est-ce que c'est? À l'intérieur, il devrait y avoir du déodorant. Vous croyez que c'est dangereux pour la santé? Ce produit doit être en contact avec la peau. Ce type de cosmétique est très dangereux. Un produit original ne devient jamais comme ça. Des imitations de déodorants, souvent défectueux. Ces cosmétiques sont principalement fabriqués en Chine, parfois en Turquie. Crème de jour, fond de teint, rouge à lèvres, mascara, il y en a de toutes les marques. Déclarés dangereux pour le consommateur conformément à la législation européenne, ces cosmétiques vont tous être détruits. Ils étaient destinés à l'Ukraine et à la Bulgarie. La plupart d'entre eux étaient pour l'Ukraine et la Bulgarie. L'Ukraine. Les filières de la contrefaçon passent souvent par ce pays qui est devenu une porte d'entrée des réseaux criminels. De Chine ou de Turquie, les faux produits transitent la plupart du temps par Constanța, en Roumanie, pour ensuite être acheminés vers le port d'Odessa, où la mer n'est pas assez profonde pour accueillir les gros porte-conteneurs. Nous avons voulu en savoir plus et remonter les routes empruntées par les contrefacteurs. Direction Odessa. À 7 km de la ville, c'est le plus grand marché à ciel ouvert de la contrefaçon sur le continent européen. Le cauchemar des grandes marques. C'est un marché privé, un État dans l'État, où il est impossible de filmer en caméra ouverte, malgré une demande d'autorisation en bonne et due forme. Nous y sommes donc allés en caméra cachée. Des conteneurs empilés sur 2 étages s'étendent sur 80 hectares. En haut, le stock. En bas, la boutique. 200 000 visiteurs par jour qui viennent acheter des marchandises contrefaites ou volées à des prix imbattables. Peut-on trouver du vrai sur le marché? Non. Personne ne vient ici pour acheter des vraies marques. Les clients nous demandent toujours ce qu'il y a de moins cher. Et moins cher, pour les vraies marques, ça n'existe pas. Ce temple de la contrefaçon qu'on appelle le 7e kilomètre est le premier employeur de la région. Ici, pas de douanier ni de police. C'est un site privé, une société aux mains de l'ancien chef de la police d'Odessa et d'investisseurs russes. Les visiteurs viennent essentiellement des Balkans. Nombre d'entre eux sont des petites mains qui arrivent avec leur camionnette, achètent la contrefaçon et repartent direction l'Union européenne où ils vont revendre les produits. Ce couple de commerçants reçoit tous les jours des clients qui font du business avec l'Europe. Nous avons des clients qui emmènent les produits en Pologne et en Hongrie. Ils achètent 10, 20 cartons à la fois. Et ils n'ont pas de problème à la frontière? Nous n'en savons rien. En tout cas, ils reviennent toutes les 2 semaines. Ils achètent des Adidas, des Nike, tout ce que vous voyez. Apparemment, personne ne leur dit rien. La location de ces conteneurs coûte plus de 2 000 € par mois aux petits commerçants et il y en a 16 000. Nous entrons dans une boutique qui n'expose que des cosmétiques et des parfums. Bonjour, vous avez des parfums français? On ne dit pas parfums français, mais originaux. On a Chanel et Nina Ricci aussi. Ils sont exposés en vitrine. Comment peut-on savoir que c'est un vrai? C'est facile. Regardez comment l'étiquette est collée. Les Turcs utilisent des bougies pour coller l'emballage. Le vrai et le faux, ce sont juste des notions. Regardez là-bas, ce sont des contrefaçons turques et ce sont exactement les mêmes. Regardez les 2 boîtes, la vraie et la fausse. Elles se ressemblent, mais quand vous prenez les 2, vous sentez que ce n'est pas la même chose. Le carton, l'emballage, regardez les logos. La vraie coûte 90 € et tous les faux, 8 €. Sur les étagères, des quantités impressionnantes de faux. Aucune grande marque ne manque à l'appel.
Le 7e kilomètre est un marché très bien organisé. Il y a même des banques pour les clients imprévoyants. Le bureau de change est par là. Il y a une banque, ou alors il y a aussi des gars avec les yeux comme ça. Ils proposent de changer de l'argent. Les Chinois? Non, les Vietnamiens. Ils sont en charge du change ici. Chez nous, on les appelle les ninjas. Et la police ne peut pas nous arrêter avec ces parfums? Mais non, que voulez-vous qu'ils vous disent? Vous accusez d'avoir acheté de la contrefaçon? Il faudrait que la police contrôle ceux qui vendent, qui importent et qui fabriquent. Il faudrait déjà que la police se contrôle elle-même. Le 7e kilomètre est un marché opaque où le laxisme des autorités et la corruption servent les intérêts mafieux. Nous décidons d'acheter un faux coffret de crème d'une marque française. 5 € les 3 crèmes. Notre intention est de les faire analyser à notre retour pour voir si elles présentent un danger pour l'utilisateur. Rendez-vous à Aix-en-Provence chez Eurofin, un laboratoire d'analyse indépendant spécialisé dans les cosmétiques. C'est ici que nous avons envoyé les crèmes achetées en Ukraine pour savoir si elles contiennent des métaux lourds et des substances allergènes nuisibles. La responsable du laboratoire chimie interprète pour nous les résultats. On ne retrouve aucun des 6 métaux lourds testés. Donc ça, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème de réglementaire et d'étiquetage. Au niveau des allergènes, on va retrouver des allergènes. Donc toujours pareil, normalement, tout ce qui est au-dessus de 10 ppm doit être étiqueté sur le produit. Donc c'est le cas pour la plupart, sauf pour le benzylsalicylate qu'on va retrouver à 70 ppm et qui n'est pas étiqueté sur le produit. C'est gênant au niveau d'un consommateur qui serait allergique au benzylsalicylate, puisque lui n'aurait pas l'information sur le packaging du produit, comme quoi ce composé est intégré dans la formulation de ce produit. Risque d'urticaire, d'eczéma, voire d'asthme, une personne allergique au benzylsalicylate pourrait tomber malade sans même savoir pourquoi. En utilisant cette crème, elle n'aurait pas les moyens de connaître par les indications sur l'emballage sa composition exacte, sa traçabilité. Les grandes marques font régulièrement des analyses sur les contrefaçons, analyses qui révèlent parfois des ingrédients inquiétants. À Paris, à la Fédération des entreprises de la beauté, on ne mâche pas ces mots. On trouve au mieux des produits, des ingrédients absolument inutiles et au pire, malheureusement, beaucoup de saloperies. Il y a notamment du plomb, des métaux lourds, des produits strictement interdits, des acides ou autres qui sont absolument interdits dans la composition d'un produit cosmétique, mais qui ne valent 3 fois rien, et donc que les contrefacteurs n'hésitent pas à intégrer dedans. Cette contrefaçon a aussi des répercussions économiques. Le secteur de la beauté représente 65 000 emplois en France. C'est plusieurs centaines de milliards d'euros qui circulent ainsi dans ces filières, et c'est donc plusieurs centaines de milliards d'euros qui sont volés aux économies nationales et à l'économie française en particulier. Retour sur le terrain avec les douaniers. L'opération Max 55 se poursuit dans les 13 ports. À Marseille, les douaniers français viennent justement de mettre en retenue des parfums, visiblement des faux. Regardez. Ces produits seront détruits. Le nom est un peu différent. Du pack de 12. C'est la marque de l'importateur. Ouais. Voilà. Le modèle. Le modèle de Gauthier. Les pièces. Là. Le poids Il y a 35 tonnes, hein? Oui, oui, 35 tonnes. 35 tonnes de marchandises, oui. Là. À Casablanca, Christophe Zimmermann a ciblé aujourd'hui une dizaine de conteneurs. On ouvre celui-là d'abord? Juridiquement, les compagnies maritimes ne sont pas tenues de vérifier si les marchandises qu'elles transportent sont conformes aux déclarations de l'expéditeur. Seules les douanes peuvent le faire. Ouais, ça prend du temps. Christophe Zimmermann a un problème.
La marque Sony Ericsson n'est pas protégée au Maroc car elle n'a jamais déposé de demande d'intervention auprès des douanes marocaines. Or, les douaniers sont obligés de suivre les procédures. Faute de demande, ils n'ont pas pu saisir les faux. Non, c'est libéré. Hein. Nous, Thierry, on ne peut garder la marchandise, tout le matériel téléphonique, là, que le temps du contrôle. Le temps du contrôle, il est écoulé, donc on est obligé de libérer. Je te recontacte si on a quelque chose, tiens. C'est Sony Ericsson qui dépose une demande d'intervention. Ils ont déjà contacté les avocats. Et donc ça veut dire que dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, Sony Ericsson sera protégé ici au Maroc. Oui, par la douane. Pour la saisie... Pour ce qu'on a trouvé hier, le conteneur est déjà reparti chez le destinataire. Ce matériel, potentiellement dangereux, va bientôt se retrouver entre les mains des consommateurs. À Malte, ils viennent de péter 3 conteneurs avec de l'Adidas et du Nike qui sont faux. Fournitures scolaires et jouets semblent particulièrement prisés par les contrefacteurs. C'est Anna Montana. Pas spécialiste. C'est Blanche-Neige. Jeep. De toute façon, Jeep, c'est une marque. Chacun son mot à dire. Heureusement qu'ils font des trucs comme ça. Bon, ça, c'est gros quand même. Ça, c'est gros steak, là. C'est la contrefaçon de Papa Maman, ça. Alors là, ce qui nous inquiète, c'est que ces jouets sont soumis à des normes techniques. Oui. Et comme c'est du faux, évidemment, ça ne respecte pas les normes techniques. Donc on ne sait pas avec quoi c'est peint, on ne sait pas quelle peinture est utilisée, même si ça reste des cubes, quel est le degré de plomb qu'il y a dans la peinture, etc. etc. Donc c'est pour ça qu'on est là en plus. Tous ces produits arrivent de Chine, l'atelier du monde, mais en prenant souvent des chemins détournés. Guangzhou, ils ont fait un transit par Algeciras, ouais, comme toujours. Donc on voit sur les 3 conteneurs qu'on a ciblés, les 3 positifs, il n'y en a pas un en ligne directe Chine, ici. Tout transborde. C'est la technique qu'on appelle la technique de rupture de charge. Ça, c'est les Colombiens qui ont inventé ça, en matière de stupes. Comme ils se faisaient cibler systématiquement, en acheminant de la zone de production à la zone de destination, ils ont commencé à ce qu'on appelle faire de la rupture de charge. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus d'un point A au point B ou au point C directement, ils vont faire A, et ils vont changer de pays, ils vont changer de port. Ce qui pour nous est perturbant dans la mesure où systématiquement, quand on va cibler sur les bateaux qui viennent de Chine, et pas forcément sur les bateaux qui viennent d'Espagne ou qui viennent de Malte ou qui viennent de Chypre ou qui viennent d'ailleurs. Donc ça, ils le savent et ils utilisent ça. La rupture de charge est une technique connue de tous les douaniers. En Roumanie, Valentin Rosculet, inspecteur au port de Constanța, a ciblé tout particulièrement des produits alimentaires qui ont transité dans des pays suspects. Mélange de fruits tropicaux, cocktail de fruits tropicaux. La marchandise correspond à la déclaration. Un des objectifs de l'opération est de vérifier les produits alimentaires et de provenance chinoise. Il faut contrôler que cet aliment respecte les normes de consommation. Je ne crois pas qu'il y ait des suspicions sur ce produit qui l'empêcherait de rentrer sur le marché en Roumanie. Mais il faut vérifier. Voilà. Ananas, goyave, papaye, banane, de l'eau et du sucre. Ça a l'air d'être ça. Bon appétit. C'est bon? Merci, c'est très bon. On va voir s'il est toujours vivant quand on va quitter la rampe. Valentin Rosculet en plaisante, mais la contrefaçon alimentaire existe bel et bien. En 2008, elle a augmenté de 2500% selon l'Organisation mondiale des douanes. La même année, 2,5 millions d'aliments ont été saisis aux portes de l'Europe. Nous avons voulu savoir si en France, il est possible de trouver de faux aliments. Direction Le Havre, le premier port national pour le trafic de conteneurs. Dans un lieu tenu secret, les douanes stockent les contrefaçons alimentaires saisies.
Après plusieurs mois de sollicitations, elles ont fini par accepter de nous ouvrir les portes de ce hangar, à condition de ne pas révéler où il se trouve. À l'intérieur, des centaines de cartons de nourriture en attente d'être détruits. Ça, c'est justement l'une des saisies de produits alimentaires qu'on a fait récemment. C'était à l'origine une marchandise en provenance d'Afrique destinée au marché français. Donc en l'occurrence, le producteur a reconnu que c'était des contrefaçons. En tout, 600 000 faux bouillons cubes. On a trouvé d'autres produits, on a trouvé des chocolats qui ne correspondent pas du tout aux normes sanitaires. Et visiblement, il y a un problème sanitaire dans la mesure où les produits qui ont été saisis sont porteurs de germes, du fait de la température excessive dans le transport. C'est fabriqué en Turquie. Les contrefacteurs turcs ont vraiment fait fort. Ils ont utilisé une grande marque américaine de jouets pour vendre du chocolat. Un coup marketing dans la contrefaçon qui cible les enfants. À la connaissance du détenteur des droits de la marque, ça n'était pas connu, c'est-à-dire que ce produit-là n'est pas commercialisé théoriquement. Donc ça veut dire aussi, d'un autre côté, que le contrefacteur invente le produit qui va aller avec. C'est-à-dire qu'il fait du chocolat, mais pour que ce soit vendeur, il va apposer un logo qui n'est pas le sien. Il y a aussi des sauces tomates. C'est une concentrée de tomates d'une marque italienne. L'origine, c'était le Nigeria. À partir de ce moment-là, les collègues se sont posé des questions à savoir est-ce que vraiment il s'agissait d'un produit italien venant du Nigeria. La société nous a répondu que ce n'était pas de ces produits, que c'était des produits contrefaits et que de plus en plus ils étaient victimes de contrefaçon. Il y en a près d'une tonne. Mais là, vous en avez 50 par carton, 50 de 70 grammes. Vous avez deux conditionnements, vous avez un conditionnement qui est plus gros. Résumons-nous. Nous avons affaire à de la fausse sauce tomate italienne, saisie au Havre, en provenance du Nigeria et fabriquée en Chine. Fabrice Lemay en a vu d'autres. Depuis 10 ans, il travaille à la cellule de lutte contre les trafics illicites. Il a connu les débuts de la contrefaçon alimentaire en France. Et depuis, pas une semaine sans que de nouveaux produits arrivent au Havre. Sur le bureau des douanes, des aliments suspects vont être analysés. Quelquefois, leur composition est surprenante. Il y a un truc qui m'avait marqué à l'époque, c'était les vodkas. Pourquoi? Parce que les vodkas arrivaient de Russie à l'époque, dans les années 2000, début 2001, mélangés à de l'antigel. Et c'était des grandes marques. Et depuis, c'est de tout. Tout est contrefait. Tout est contrefait dans le domaine alimentaire. On trouve aujourd'hui, dans des proportions qui restent notables, autant de contrefaçons à destination des pays tiers, c'est-à-dire hors communauté européenne, qu'à destination du marché national, du marché français. Donc on peut trouver de la contrefaçon alimentaire en France? On peut trouver, en tout cas on en trouve, nous. Les marques alimentaires françaises sont victimes de fraude. C'est ce que nous avons vérifié avec les douaniers. Nous décidons alors d'appeler les grands groupes de l'agroalimentaire pour en savoir plus. Nous commençons par Nestlé, propriétaire des cubes Maggi. Allô? Oui, Valérie. Oui, tout à fait. Je me permets de vous rappeler pour solliciter une interview sur la contrefaçon. J'ai des images où on fait voir du faux cube Maggi. Je peux pas tellement vous en dire plus, c'est de l'ordre du juridique tout ça. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. Nestlé refuse catégoriquement de nous rencontrer. Nous appelons alors Danone, le premier groupe agroalimentaire français. Bonjour, je voudrais, s'il était possible, avoir une interview sur comment Danone lutte contre cela. On va pas répondre positivement à votre demande. Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, se parler de ce sujet, ça revient à aborder des sujets assez stratégiques. Tout ce qui est contrefaçon. Et le sujet stratégique dont les marques ne veulent pas parler, c'est la peur de perdre des consommateurs qui n'auraient plus confiance en elles. Bon, en tout cas, merci beaucoup de votre appel. Je vous en prie. Au revoir. Bientôt, au revoir. Nous sollicitons également la marque de sauce tomate italienne saisie au Havre, De Rica. Elle accepte de nous recevoir. Rendez-vous dans le nord de l'Italie chez Conservitalia, un des géants de l'agroalimentaire de la péninsule. Il détient des marques célèbres de sauce tomate made in Italy comme Cirillo ou De Rica. Leurs produits sont régulièrement victimes de fraude.
Enrico Barone, le directeur qualité, était passé par le phénomène. Ce sont des personnes spécialisées qui font ces choses. Ils prennent une boîte, l'amènent dans une imprimerie, disons, malhonnête, et reproduisent sans problème nos packaging. Et je vous assure qu'il faut avoir l'œil averti pour se rendre compte que ces boîtes sont des contrefaçons. Les sauces tomates de Rica sont produites uniquement en Italie. Elles ne peuvent donc pas provenir de Chine ou d'ailleurs. De toute évidence, aujourd'hui, les marchés asiatiques, mais aussi africains, se sont équipés. Ils ont mis en place de nombreux établissements de production en Libye ou en Chine, et souvent les contrefaçons partent de là-bas. Ce sont des produits de qualité médiocre. Bien sûr, c'est toujours de la tomate, mais ils sont de très mauvaise qualité. Foncés, acides, presque immangeables. Mais dans ces pays, ces aliments échappent à tout contrôle. La nourriture italienne est la plus imitée au monde. Un aliment sur 4 soi-disant made in Italy et vendu à l'étranger serait du faux. Sauce tomate, pâtes, mozzarella, huile d'olive, jambon de Parme, les trafiquants ont saisi l'opportunité. On estime aujourd'hui à 50 milliards d'euros le chiffre d'affaires de ces contrefaçons alimentaires de marque italienne. Pour protéger leurs produits nationaux, les carabiniers, les gendarmes italiens prennent des initiatives originales. L'huile d'olive est l'un des aliments très prisés par les contrefacteurs. Les autorités estiment qu'en 2010, un tiers des bouteilles d'huile d'olive italienne en circulation seraient fausses. L'unité spéciale chargée de la lutte contre les fraudes alimentaires a alors décidé d'organiser une formation unique au monde, un cours pour devenir goûteur d'huile d'olive assermenté. 4 journées intensives pour apprendre à analyser l'huile d'olive, ses propriétés. Aujourd'hui, c'est le jour de l'examen. 3 épreuves individuelles. Il faut repérer la composition, le taux d'acidité, la couleur, la consistance et savoir détecter si des produits ont été rajoutés. L'examen n'est pas simple. Il faut être naturellement prédisposé à ce type d'approche et avoir bien étudié la question. Les carabiniers qui obtiendront leur diplôme seront reconnus comme experts. Au moment des enquêtes judiciaires sur les faux produits, leur expertise remplacera les analyses de laboratoire. Le lieutenant Marco Uguzzoni dirige l'unité de Parme. Pour lui, cette formation est indispensable pour accélérer les enquêtes et faciliter les saisies. On espère devenir infaillible. Il faut dire que ce ne sera pas le seul élément qui nous permettra de mener les investigations. Mais ce sera une pièce essentielle pour les enquêtes, qui nous permettra aussi de mieux affronter les plaignants dans les procès. Si tous les candidats réussissent aux épreuves, l'Italie comptera alors 70 goûteurs d'huile. Une première réponse face à une contrefaçon qui fait peur, car les autorités ont déjà retrouvé de l'huile de vidange dans des bouteilles d'huile d'olive. Un produit de contrefaçon ne sera jamais un produit qui a respecté les normes hygiénico-sanitaires de production. Donc il est a priori dangereux et peu importe ce qu'il contient. Mais il y a encore plus inattendu. Les faux aliments ne viennent pas toujours du bout du monde. Parme, la terre du célèbre jambon, un des fleurons de la gastronomie nationale. Les carabiniers contrôlent les usines de production car la lutte contre la contrefaçon commence dès le début de la chaîne de fabrication. Ils vérifient les tatouages et les poinçons indiqués sur les jambons. On voit des contrefaçons même sur les tatouages indiquant l'origine de l'élevage. Il peut y avoir des importations clandestines de cochons étrangers, ce qui est interdit pour les jambons de Parme. Appellation d'origine contrôlée oblige, l'animal doit avoir été élevé dans la région de Parme en respectant un cahier des charges bien précis. Sans cela, le jambon ne peut pas être estampillé avec le logo de la couronne à 5 pointes qui garantit l'originalité du produit.
toutes les faces du jambon doivent être marquées au fer rouge. Mais au-delà d'une fraude, il peut y avoir aussi des dangers pour le consommateur. Nous avons eu un cas récemment. Il s'agissait de jambons qui étaient mal conservés. Ils avaient la couenne envahie de parasites et de moisissures. Ils avaient été, comme on dit, rafraîchis. On leur coupait la couenne. Et ils étaient tatoués avec un tampon de contrefaçon. Ils étaient préparés pour être vendus à l'exportation, pour les marchés étrangers. Ces jambons étaient destinés aux supermarchés d'Europe du Nord et des États-Unis. Les contrefacteurs comptaient les vendre en tranches prédécoupées dans des barquettes. Domenico Daniello a gardé le souvenir d'une grosse saisie en France il y a 5 ans. Celui-ci, c'est un marquage contrefait qu'on a retrouvé dans un supermarché de Metz. C'était un contrôle de routine tout à fait normal en France. Et on a eu la chance de tomber sur ces jambons de contrefaçon. Dans ce cas-là, il s'agissait de 400 faux jambons de Parme. Le crime organisé s'engouffre partout, même en France, où les marchés peuvent être porteurs. Pour cela, les enquêteurs parcourent l'Europe en quête d'éventuelles fraudes. 400 contrôles par an. Ils sont venus surveiller le marché parisien. L'objectif, s'assurer que les jambons sur les étalages sont des originaux. Nous les suivons dans les commerces en caméra cachée. Ça, c'est de l'original. Il y a le triangle noir, donc c'est un original. Le logo de la couronne à 5 pointes et le triangle noir dessiné sur les barquettes de jambon prédécoupées garantissent en théorie que c'est du vrai. Rien à signaler donc dans cette première supérette. 300 mètres plus loin, dans une autre enseigne de la grande distribution, ici encore le triangle noir semble authentique. A priori, les grands supermarchés sont en règle. Celui-là, c'est bon. Mais dans cette rue piétonne, une charcuterie attire l'œil des enquêteurs. Bonjour, vous avez des jambons de Parme? Oui. C'est un tampon qui n'est pas italien. C'est un jambon étranger. Ce n'est pas du Parme? Ce n'est pas du Parme. Il dit que c'est pas du jambon de Parme. Si, parce que les cuissons, il y a les cuissons qui est là. C'est marqué ES, ce qui signifie Espagne. Donc ça ne peut pas être du jambon de Parme. Sinon le tampon serait italien. Et en plus, il manque la couronne. Donc ils ne peuvent absolument pas dire que c'est du vrai. Bon, ben merci. Ceci s'apparente plus à une fraude facilement détectable qu'à une contrefaçon dissimulée. Mais dans cette autre épicerie italienne, c'est le prix du jambon qui va mettre la puce à l'oreille aux enquêteurs. Vous avez une carte de jambon de Parme? Je vais te chercher. Ah oui, merci. 15,90 € le kilo, les enquêteurs décident d'en acheter. Pour nous, ce n'est pas du jambon de Parme, car il n'y a pas la couronne. On ne peut donc pas l'appeler Parme. C'est très intéressant, car ça part d'Italie. Il a été fait là-bas, donc quand nous rentrerons, nous informerons l'autorité judiciaire, dès qu'on aura retrouvé celui qui l'a fait. En Italie, c'est un cas très grave. Ce genre de contrefaçon relève du pénal. Ça peut même entraîner la fermeture de l'établissement qui l'a produit. Ce quart de jambon deviendra une pièce à conviction pour remonter la filière et retrouver les éventuels contrefacteurs. En France, si une contrefaçon semblable était avérée, le fraudeur risquerait jusqu'à 300 000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement. Et pratiquement le double si le produit s'avérait dangereux pour la santé du consommateur. Retour à l'opération de l'Organisation mondiale des douanes. Dans les différents ports, ça n'avance pas aussi vite que prévu. En Croatie, le manque de moyens devient toujours plus lourd à gérer pour Fred Salvage et les douaniers de Rijeka. Souvent, la contrefaçon se cache au fond des conteneurs et il faut tout décharger pour la découvrir. Le plus difficile ici, c'est de trouver un travailleur pour vider les containers. Demain, ça ira, car il y aura du monde. C'est un peu comme la loterie.
Les travailleurs de ce matin ont fini leur tour. Cela arrive souvent que l'on charge et que l'on recharge nous-mêmes. Ce n'est pas un problème pour moi de devoir faire ça, mais je ne suis pas sûr que cela arriverait en France, en Italie ou dans d'autres pays de l'Union européenne. Je ne sais vraiment pas qui prendrait la responsabilité si quelque chose nous arrivait. À l'intérieur, il y a des gaz, des sacs. Vous savez, c'est très dangereux. Aucune contrefaçon trouvée pour le moment en Croatie. À Marseille, le port sort d'une journée de grève des dockers. Oh la vache. Ah, certains sont serrés un peu, hein. Les douaniers reprennent tout juste l'opération et la motivation a baissé d'un cran. Vous voulez que je fasse? Bon. Attention. Dangereux. Bon, même s'ils sont tombés, on va vous assurer. Ah, ça, c'est les bougies. C'est statuette en résine, ouais. Ouais, il y a marqué article en résine, d'accord. On les voit? Pas de marque de contrefaçon, le conteneur peut repartir. Tu l'as noté, ouais? Au Liban, Sandra, la douanière belge, elle, n'a pas encore vu l'ombre d'un conteneur. Officiellement, les Libanais participent à l'opération. Mais dans la pratique, impossible pour le moment d'obtenir les autorisations pour accéder au terminal des marchandises. On va faire en sorte d'ouvrir les conteneurs aujourd'hui. Sinon, on les ouvrira tous demain. Nous en avons sélectionné 12. Mais je leur ai demandé de s'assurer que les conteneurs ne vont pas disparaître avant demain, avant de pouvoir les contrôler. Donnez-lui un conteneur, sinon elle va nous rendre fous. Quand comptez-vous ouvrir un conteneur? Ça dépend de la société qui gère le port. Ils ont beaucoup de travail, vous savez, ils sont surchargés. Je ne sais pas s'ils arriveront à préparer les conteneurs. Il y a beaucoup de conteneurs et beaucoup de papiers à remplir avant de pouvoir les ouvrir. Normalement, ces papiers devraient être prêts aujourd'hui. Visiblement, l'Organisation mondiale des douanes n'est pas la bienvenue ici et ses envoyés spéciaux ne sont pas au bout de leur peine. Sandra Wens décide d'appeler Christophe Zimmermann au QG de Casablanca. Allô, c'est moi. Salut ma belle, comment ça va? Ça va. Oh, c'est un petit ça va, ça. Oui. Vous avez commencé à ouvrir ce matin? Non. Non? Mais quand allez-vous ouvrir? Demain, j'espère. Mais qu'est-ce que vous faites depuis lundi? Bon, lis mon mail. Tu as reçu le mail de Max? Il vient de t'en envoyer un il y a quelques minutes. Oui, mais on ne peut plus avoir accès aux boîtes mail, car on a dépassé le quota pour aujourd'hui. Quoi, le quota de quoi? Oui, la connexion Internet est limitée à un certain nombre de mails. Et après, l'accès est coupé pour le reste de la journée. Ah bon? Ah, ça, c'est un problème, alors. Et on doit aussi attendre l'autorisation de différentes unités douanières. Ah d'accord, des procédures administratives très légères. Oui, exactement. Ok ma belle, fais-nous savoir quand vous commencerez à ouvrir. Les douaniers ne peuvent pas se permettre un échec. On va appeler Fred. À mi-opération, Christophe Zimmermann veut s'assurer que toutes les équipes vont obtenir des résultats. Bonjour Christophe. Allô? Yes. Oui, c'est très difficile. Beaucoup de problèmes. Mais on fait du mieux qu'on peut. Et quel type de problème avez-vous? Des problèmes logistiques. Rijeka est un joli port, mais quand tu entres dans les docks, c'est comme si tu revenais en arrière dans un pays du tiers-monde. Il ne semble pas y avoir beaucoup de coopération entre les autorités portuaires et les douanes. Avez-vous ciblé de nouveaux conteneurs? Oui, ce matin, mais ça n'a rien donné.
Ok, mon ami, très bien. On reste en contact. Salut. Au Liban, quelques heures plus tard, Sandra Wens reçoit le feu vert pour aller enfin dans le port. Qui a les papiers? Cela fait 2 jours qu'elle ronge son frein dans les bureaux de la douane libanaise. Elle a eu le temps d'éplucher les documents de transport des conteneurs. Elle sait exactement lesquels il faut ouvrir. Ouvrez-le, s'il vous plaît. Ce sont des jeans. Dans la déclaration, c'était marqué chaussons et à l'intérieur, il y a des jeans. Gucci, c'est de la contrefaçon. Tu as fait du bon travail. Un deuxième conteneur intéresse tout particulièrement Sandra Wens car il contient des marchandises à haut risque. Est-ce que c'est possible parce que je veux avoir enfant? Oui, oui. Mais quand il y a un petit passage, on va faire un petit passage. Des pesticides en provenance de Chine, en transit au Liban et à destination des Pays-Bas. 150 sachets de 100 grammes par carton. Les douaniers prélèvent des échantillons. Même si les boîtes semblent bien faites, quelques indices ne collent pas dans les déclarations de ces marchandises. Au même moment, à Casablanca, Christophe Zimmermann a repéré une nouvelle cible. Ah ouais, c'est de la contrefaçon BIC. C'est pas marqué BIC, mais ils n'ont pas le droit de faire ce type de stylo. Et là, c'est excessivement dangereux pour la santé. Parce que pour les BIC, il y a un trou dans le capuchon. Il y a toujours un trou dans le capuchon BIC, de manière à ce que lorsque les enfants l'avalent, ils ne puissent pas s'étouffer. C'est-à-dire que même s'ils avalent le bouchon, le trou va leur permettre de respirer. Ça, si un enfant avale ça, il meurt étouffé. On va d'ailleurs contacter BIC. Je ne sais pas s'ils ont déposé une demande d'intervention. Ils ont déposé? Il faut les appeler. Ils sont à jour, ils sont à jour. Alors, il faut les appeler tout de suite. Là, c'est une belle affaire, ça. C'est une très belle affaire. Christophe Zimmermann est satisfait. La marque avait déposé une demande d'intervention préalable. Ses stylos sont bloqués. 1 million de faux BIC sera détruit. Ils ne finiront pas entre les mains des consommateurs. Allô? Si, souhaité. Allô, ma belle, comment ça va? Depuis le Liban, Sandra Wens avertit Christophe Zimmermann qu'elle a saisi des pesticides suspects. Et ils arrivent de Chine? Chine. Et c'est pour les Pays-Bas. Ça pourrait être bon, ça. Et vers quelle destination? Les cartons sont bons. Ce sont des petits paquets de 100 grammes. Tu penses que c'est bien fait ou que c'est de la merde? Ils sont bien faits. Ok. Et ça arrive de Chine? Oui, mais ce n'est pas marqué Made in China. Ah ouais, d'accord. Alors ce que tu vas faire, c'est que tu nous envoies immédiatement les photos des pesticides et nous allons contacter directement les titulaires des marques aux Pays-Bas. OK. Dès son retour au QG, Christophe Zimmermann réceptionne les photos du Liban. On sait qu'il y a un énorme trafic actuellement sur tout ce qui est pesticides et insecticides. On sait qu'il y a des fausses pommes, on sait qu'il y a des fausses fleurs, mais maintenant en plus, il y a des faux pesticides, des faux insecticides qui peuvent évidemment représenter un danger pour le consommateur. Donc là, c'est une affaire intéressante. On va simplement vérifier que cette importation est normale. Et si tel n'était pas le cas, on va contacter le titulaire de droit parce que là, il faut vraiment qu'on fasse vite. Sinon, la marchandise va être libérée. Les faux pesticides, une nouvelle forme de contrefaçon inconnue du grand public et qui préoccupe au plus haut point les autorités. 10% des pesticides en circulation dans le monde seraient des faux. Des faux qui pourraient se révéler dangereux pour l'environnement et pour toute la chaîne alimentaire. Il y a un peu plus d'1 an,
Une affaire a alerté les polices européennes. 28 tonnes de faux pesticides interceptés au port de Hambourg. Il s'agissait de 3 conteneurs partis de Shanghai avec pour destination finale la Lituanie. Bayer, Syngenta, Dupont de Nemours, des contrefaçons des plus grandes marques d'agrochimie. Pour en savoir plus, nous sommes allés à Hambourg rencontrer Rainer Wudziak. Il représente l'autorité allemande de régulation des pesticides. Après cette saisie, il tire la sonnette d'alarme. Le produit qui se trouvait dans cette bouteille contenait plus de 30% de dissolvant, ce qui n'est pas autorisé en Europe. En aucun cas, il ne serait admis en Europe. Non seulement parce que c'est un poison, mais aussi parce que c'est dangereux pour les femmes enceintes. C'est un gros problème, très sérieux. Je pense aussi que c'est un problème qui augmente, car l'industrie chimique en Chine est capable aujourd'hui de copier n'importe quel produit pesticide. Aujourd'hui, dans l'Union européenne, 7% des pesticides en circulation seraient des faux. Ce trafic illicite rapporterait 500 millions d'euros par an aux contrefacteurs. 80% de ces produits arrivent de Chine. Si aucune étude n'a encore été menée sur les dangers de ces contrefaçons, nous avons rencontré des agriculteurs qui en ont été victimes. À Varèmes, dans le nord de la France, Gabriel Singer a traité son champ de pommes de terre avec un banal herbicide. C'était ici, une de mes parcelles. Résultat, plus de 5 hectares de pommes de terre brûlés par le produit. Oh, ouais, le travail d'une vie, c'était avec 40 grammes de pesticides. C'était il y a 6 ans. Gabriel Singer avait acheté l'herbicide chez son distributeur habituel qui s'était lui-même fourni en Belgique. L'emballage, le conditionnement étaient en tout point identiques à celui du produit qu'il utilisait habituellement. Gabriel Singer nous montre la photo qu'il a prise à l'époque. En haut, la partie du champ brûlé avec le faux pesticide. En bas, la bande qui n'avait pas été désherbée. Je pensais d'abord que c'était une erreur de ma part, que j'étais trompé de produit. J'ai gardé mes bidons et j'ai relu le dosage. C'était tout ce qui... J'avais rien. Alors du coup, j'ai été voir mon négociant. Lui, il a été chez son fournisseur là-bas en Belgique. Et après, c'est comme ça que ça a démarré l'enquête, parce que les plans, ils étaient foutus. Parce que du coup, on ne réalise pas ce que ça vaut. Souvent, c'est un petit produit. C'est des 20-40 grammes sur 1 hectare, sur 10 000 mètres carrés. C'est vraiment une pincée, même pas une pincée. On fait confiance, nous on ne va pas commencer à acheter un produit, à les faire expertiser pour savoir si c'est du vrai ou du faux. Mais là, c'était du faux. Gabriel Singer a pu recommencer à cultiver son champ l'année suivante, car heureusement, le faux pesticide n'avait pas pollué son terrain en profondeur. Au total, en France, ce faux pesticide a détruit 34 hectares de culture. Mais au même moment, d'autres produits ravageaient des champs ailleurs en Europe. En Italie, 4 hectares de tomates détruites, 60 000 € de recettes perdues pour Enzo Rizzato. Mais ce qui l'a le plus effrayé, c'est ce qui s'est passé ensuite, lorsque les plants de tomates ont repoussé dans son champ d'une manière très bizarre. Quand la plante a repoussé, elle n'a plus fait un tronc unique comme aurait dû le faire une plante de tomate normale, mais 4 branches. Elle s'était transformée et cette transformation, on n'a jamais vu une plante réagir de cette manière. À 2000 km de là, en Espagne, en Andalousie, de faux pesticides ont détruit des hectares de culture de poivrons il y a 3 ans.
C'est toute une filière qui a failli disparaître. Nous avons eu une seconde chance, mais nous n'en aurons pas une autre. Un de nos objectifs aujourd'hui est de lutter contre ce trafic illégal. Pour cela, on travaille avec l'industrie des pesticides. Nous avons tous deux intérêt à ce que cela cesse. Dans le monde agricole, on n'aime pas parler de pesticides, encore moins des faux produits qui pourraient inquiéter le public et tous les consommateurs. Mais Enzo a décidé de briser la loi du silence. Je me demande, et si j'avais fait comme si de rien n'était? Si je m'étais tu? Si ce produit avait fini dans l'assiette de quelque enfant ou de quelque vieillard? De quiconque qui, pour une simple assiette de pâtes à la tomate, aurait mangé de la merde, que personne n'aurait interdit. En 2000, 290 tonnes de faux pesticides ont été saisies en Europe, et ce ne sont que les saisies. Europol et les structures policières de toute l'Union européenne sont en alerte. À la cellule de lutte contre le crime organisé, Benoît Godard prend le danger très au sérieux. Il y a quand même des quantités énormes, donc il faut une logistique. Ça ne peut pas être le travail de... C'est pas un travail qui est fait au hasard, c'est pas artisanal, c'est structuré. Les rôles sont bien organisés. Ils ont les moyens financiers importants. Ils ont les moyens de détourner une importation très rapidement. S'ils sentent qu'il y a un risque sur un pays, ils vont tout de suite, ils sont capables de réagir du jour au lendemain pour changer le canal d'importation. Si 28 tonnes ont été saisies en janvier 2010 à Hambourg, 6 mois plus tôt, 4 tonnes étaient prises à l'aéroport de Budapest. Des faux pesticides, déclarés comme de simples émulsifiants, transportés dans un avion de passagers. Ces produits n'étaient pas signalés comme dangereux. Pourtant, leur analyse a montré qu'ils auraient explosé à une température de 25 degrés. La valeur totale de ces produits mis en vente aurait été de 2 millions d'euros. C'est terriblement dangereux de transporter des produits de cette façon. D'habitude, les pesticides ne sont pas affrétés comme ça, par avion. Mais aujourd'hui, nous avons un vol direct avec la Chine et nous n'avons pas de port. Si le destinataire final est proche, c'est plus facile et plus économique de faire venir ces produits par avion. Avec cette saisie, il y a assez de pesticides pour recouvrir tous les champs en Hongrie. C'est en Chine que sont produits ces faux pesticides. La filière criminelle qui les importe disposerait de relais dans plusieurs pays d'Europe de l'Est. L'enquête est toujours en cours. Pour autant, notre intérêt se tourne vers effectivement des organisations localisées dans les pays de l'Est. Et quand je dis les pays de l'Est, quand vous citez la Russie et l'Ukraine, je pense que nous ne sommes pas loin des bases arrières de cette structure qui par ailleurs a établi des liens avec la Chine. Entre l'achat en Chine et la vente en Europe, le prix est multiplié par 8. C'est-à-dire qu'on gagne au moins 8 fois plus que le prix d'achat en Chine, transport compris. Les réseaux criminels connaissent toutes les failles de la législation européenne. En effet, sur les 28 tonnes saisies à Hambourg, seules 12 ont pu être détruites. Les autres 16 tonnes sont reparties vers leur destination finale. Les autorités ont été obligées de les laisser repartir pour des raisons totalement inattendues, voire ubuesques. Nous avons trouvé ce flacon dans le conteneur, mais nous avons aussi trouvé dans un autre conteneur ce bouchon. Ce bouchon porte le nom de la marque telle qu'elle est utilisée en Europe de l'Ouest. Lorsqu'on met ce bouchon sur la bouteille, on obtient le produit identique à l'original, tel qu'il est vendu en Europe de l'Ouest. Il manque juste l'étiquette sur la boîte. Tout est faux, même le bouchon. Mais la notion juridique de contrefaçon ne peut intervenir que sur le bouchon. Sur la bouteille, il n'y a pas de fraude. Il n'y a aucune marque à poser sur le flacon, aucune écriture, la bouteille est neutre. Résultat, si les faux pesticides sont conditionnés dans des bouteilles sans étiquette, les autorités n'ont aucun moyen légal de les arrêter. Nous avons obtenu le document de transport des fameuses 28 tonnes saisies à Hambourg. Les faux pesticides sont partis de Shanghai dans un bateau de la compagnie maritime française CMA-CGM. L'expéditeur est Shenzhen Most,
une société chinoise basée dans la ville de Shenzhen. Toutes les saisies de ces dernières années mènent à elle. Shenzhen Most. Nous avons mis 3 mois pour obtenir un rendez-vous avec cette société chinoise en nous faisant passer pour des clients potentiels, des acheteurs de pesticides. Au début, méfiante, la société a finalement accepté de nous rencontrer. À Shenzhen, une ville qui s'étend sur 2000 km², 15 millions d'habitants travaillent jour et nuit. Depuis 30 ans, la croissance économique de cette ville est de 25% en moyenne par an. Shenzhen est devenu aujourd'hui l'atelier du monde. Dans une banlieue industrielle, nous nous rendons au siège de Shenzhen Most avec notre interprète en caméra cachée. Nous avons rendez-vous avec une des responsables de la vente. Elle nous reçoit en compagnie d'une jeune femme russe dont nous ne connaissons pas les fonctions officielles. Nous savons seulement que la société est contrôlée en partie par les Russes. Vous êtes russe? Oui. Et vous parlez chinois? Oui. La jeune femme russe tient dans ses mains un petit appareil. Il s'agit d'un mini-recorder. Le ton est donné. Pour certains de mes clients, je voudrais avoir ces pesticides. Ceux-là. Et ces 2 aussi. Oui, bien sûr, je peux fournir tous ces produits. Combien de temps faut-il pour produire des pesticides? Pour 5 tonnes, il faudra environ 15 à 20 jours. Vous mettez les marques dessus? Oui, on peut mettre la marque. Je vais vous montrer. La responsable des ventes veut nous faire voir un bidon et surtout un catalogue avec toutes les étiquettes des produits chimiques de toutes les marques. Ah, mais j'ai un problème. C'est du russe, ça. Vous devez écrire en anglais. C'est notre catalogue en russe, mais je peux tout écrire en anglais. Pas de problème. Dans le catalogue, la société propose même toute une série d'hologrammes anti-contrefaçon. Mettez-vous les étiquettes à part? Selon ses besoins, si elle veut qu'on le colle, on le fera. On peut coller nous-mêmes les étiquettes sur l'emballage ou les envoyer plus tard, comme elle le souhaite. En Europe, on peut toujours l'exporter, mais le mieux serait de les envoyer séparément. Comme ça, il n'y aura aucun problème. Vous pouvez exporter facilement, sans problème? Sans problème. Et vous pouvez faire entrer les marchandises en France, par exemple? Oui, oui. Mais on travaille surtout avec l'Europe de l'Est, la Russie et l'Ukraine. Avec quelle compagnie maritime travaillez-vous d'habitude? CMA-CGM, le plus souvent, c'est celle-là. CMA-CGM, le nom de la même compagnie dans laquelle on avait retrouvé les pesticides contrefaits. CMA-CGM, le plus grand transporteur maritime français, le 3e au niveau mondial. La compagnie a transporté à 8 reprises des pesticides venus de Shenzhen Most ou de ses filiales sur ces 2 dernières années. Nous allons à Marseille rencontrer le directeur de la sécurité et de la sûreté chez CMA-CGM. Nous voulons savoir pourquoi ils acceptent de travailler avec ces contrefacteurs plusieurs fois épinglés par les autorités européennes. C'est un problème de mise à jour de base de données et en aucun cas, je dirais, il nous a été apporté la preuve que cette entreprise ne fabriquait que des marchandises contrefaites. Le transporteur se dégage de toute responsabilité. Pour lui, Shenzhen Most est un client comme les autres. Nous ne pouvons pas nous substituer à des autorités. Ce n'est pas notre métier. On ne serait pas amené à transporter des marchandises contrefaites si on faisait tout en amont pour que ces marchandises ne soient pas produites. Donc, à un moment donné, il est évident qu'on ne va pas mettre notre doigt, nous, d'en prendre une responsabilité qui n'est pas la nôtre. Enfin, je veux dire, on n'est pas, je dirais, on n'est pas Greenpeace, quoi. Enfin, il faut qu'on arrête, quoi. Le secteur du transport maritime est très concurrentiel et personne n'a intérêt à perdre des clients.
La société française affirme avoir blacklisté Shenzhen Most. Mais de son côté, la société chinoise assurait encore il y a quelques mois qu'elle continuait de travailler avec le transporteur marseillais. 5e et dernier jour de l'opération spéciale des douanes dans les ports méditerranéens. Au Liban, Sandra Wens a réussi à faire bloquer la cargaison de pesticides. Les marques titulaires des droits ont confirmé qu'il s'agissait de contrefaçons. Bilan, près de 10 tonnes de faux pesticides saisis. En Croatie, l'Écossais Fred Salvage et les douaniers de Rijeka ont repris le travail. Ils ont ciblé un conteneur avec du matériel pouvant se révéler dangereux, de simples allumes-gaz. C'est un produit dangereux en plastique de mauvaise qualité. Ce n'est pas un problème de contrefaçon, mais nous sommes des douaniers et si nous tombons sur des produits comme celui-ci, nous sommes tenus de faire quelque chose. Pas de contrefaçon en Croatie, mais au Liban, les conteneurs ouverts continuent à apporter leur lot de produits contrefaits. Merci, monsieur. Les grandes marques françaises de luxe sont à l'honneur. Olé, olé. Sandra Wens découvre aussi des pièces détachées automobiles. Attention aux ombres. Audi. Audi 3 ou 4? Audi, il y a 4 cercles. Elles ne sont pas bonnes? Non. Des fausses pièces détachées. Au même moment, à Casablanca, un conteneur attire l'attention de Christophe Zimmermann. Ça vient pas de Dubaï. Si c'est déclaré Dubaï, c'est faux, parce que le papier, c'est un papier chinois. C'est pas Toyota. C'est pas possible, parce que là, t'as du Mitsubishi. Et regarde comment c'est, regarde la différence de calligraphie. Ça c'est bizarre. Ça, c'est pas très bon, ça. La peinture s'enlève. Chine. Bing. Chine, oui. Donc on avait raison. Vous voyez la couleur de scotch, elle ne mange jamais. Et du multimarque comme ça sur les pièces automobiles, une encre qui s'efface, des scotch chinois sur des trucs made in Thaïlande, des trucs made in Japan qui viennent de Chine. Ça, on n'a jamais vu ça. Donc, il faut vérifier. Mais là, il y a quelque chose de vraiment très bizarre. Des filtres, oui. C'est Mitsubishi, alors. Voilà. Made in Japan. Made in Japan. Et en plus, le conteneur a fait une route très bizarre. Il a fait Chine, Dubaï, Valence, Casa, Meknès. Ce que je veux voir, c'est si on peut gratter. Vous avez un couteau, quelque chose? Un chez moi. Non, c'est pas la peine. Pas la peine? Ah, en fait. Bon, Max, tu dois appeler immédiatement Mitsubishi. Nous avons des filtres. C'est écrit en jaune. D'accord? Et c'est écrit Made in Japan. Il faut savoir si sur l'original, il est possible d'effacer la marque avec le doigt. Sur la boîte ou sur le produit? Sur le produit. Ah, ok. Il y a 26 000 pièces en tout, du Mitsubishi, du Toyota, uniquement ces deux marques. Hein. Je vais appeler Mitsubishi. Ouais, appelle tout de suite et tu me rappelles dans la foulée, c'est important. D'accord. Ce sont des pièces détachées. Ciao. Au Maroc, aucune marque automobile n'a déposé de demande d'intervention auprès des douanes marocaines, qui sont donc obligées de laisser partir les marchandises. Pourtant, et les constructeurs le savent bien, les pays du Maghreb sont des marchés très attrayants pour les contrefacteurs de pièces automobiles. 30% des pièces détachées en circulation seraient fausses. Pendant plusieurs mois, nous avons enquêté sur les filières de la contrefaçon de pièces détachées et nous sommes allés de surprise en surprise. Salon Automechanica, octobre 2010 à Francfort. Le grand rendez-vous mondial de la pièce détachée pour automobile.
les exposants du monde entier se retrouvent pendant 10 jours au cœur de l'Europe. Toutes les grandes marques sont là. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, certains contrefacteurs possèdent même des stands ici. Face aux grandes marques, sans complexe, ils exhibent leurs copies. Les douanes allemandes sont d'ailleurs là, sur le pied de guerre. À chaque fois qu'il y a Automechanica, on trouve de la contrefaçon. Les pièces arrivent du monde entier, d'Asie, de Turquie, d'Amérique latine. Les marques ont différentes stratégies pour y faire face. Mais c'est à elles de faire le travail. Nous ne pouvons que les aider. Les constructeurs automobiles, eux aussi, ont leurs agents et Renault a envoyé son nettoyeur. Marc, responsable de la lutte anti-contrefaçon. Il est venu contrôler que sur les stands, personne n'utilise sa marque frauduleusement. J'ai quand même trouvé plus d'une dizaine d'endroits où, selon moi, nos droits sont violés. Marc a accepté notre caméra, mais pour des raisons de confidentialité, nous ne pouvons pas montrer son visage. Après avoir arpenté quelques allées, Marc tombe sur un stand tenu par des Taïwanais. Ici, les exposants exhibent de faux produits Renault. Marc décide de faire intervenir les douanes allemandes. Ces gens-là utilisent nos marques. C'est des contrefacteurs? Ah, complètement, oui. En fait, là, ils prennent quoi? Tout. Les catalogues, les affiches, tout. Sur ce poster dissimulé derrière la marque Poulot, le célèbre losange français. Le stand va être entièrement vidé. Après le nettoyage par le vide, l'infiltration. La mission de Marc est aussi de prendre des contacts en se faisant passer pour un client. Son but, remonter les filières jusqu'à l'usine de production des contrefacteurs pour ensuite faire intervenir les autorités. Il se rend sur un stand qui affiche un grand logo Dacia, une marque du groupe Renault, écrite de façon fantaisiste. Hello. Bonjour, vous vendez des pièces de Logan? Oui, des pièces détachées de Dacia, Logan. Mais vous êtes de Dacia? Non. Je vends toutes les pièces détachées de Dacia. Nos produits sont faits en Chine, en Turquie, et d'autres sont produites en Roumanie. Et vous pouvez les livrer partout en Europe? Oui, partout où vous voulez. Bon, je vous rappelle. Merci, au revoir. Je vais envoyer ça à la personne qui s'occupe de la lutte contre la contrefaçon en Roumanie et on va aller regarder qui sont ces gens, qu'est-ce qu'ils font. Et on va vraiment ensuite essayer de faire une descente, parce que ça c'est complètement illégal quand même. Ce qui intéresse particulièrement Marc, ce sont les stands turcs, pays champion du monde de la contrefaçon Renault. On prend le catalogue. Ça c'est typiquement un de nos capots. Voilà. OK, thank you. Il repère les adresses et les contacts des exposants pour après aller sur place en Turquie, remonter les filières. Istanbul. L'industrie automobile est un pilier de l'économie turque, le deuxième secteur d'activité. Plus d'1 million de véhicules y sont produits chaque année. Aksaray est un quartier en plein centre-ville où l'on trouve partout de la pièce détachée de toutes les marques, originales ou de contrefaçon. Des quartiers comme celui-ci, il y en a plusieurs. Et les contrefacteurs turcs ne sont pas à court d'imagination. En fonction de la marque du véhicule de notre client, nous pouvons mettre tous les logos. Nous possédons toutes les marques en stock. Cela coûte entre 10 et 13 € les 4. Nous retrouvons Marc, le monsieur anti-contrefaçon de Renault. Il est venu sur place traquer les contrefacteurs repérés en Allemagne. Il y en a absolument partout. C'est vraiment le paradis, quoi. Il y en a de tous les côtés. Ce qui est difficile à trouver, c'est qui les fabrique. Et essayer ensuite de mettre fin à leur activité. Ça, c'est beaucoup plus dur. L'homme est sur une piste. Des indicateurs lui ont parlé d'une société. Et, surprise,
Il s'agirait d'un sous-traitant officiel de Renault qui, en parallèle de son business régulier, développerait une filière clandestine de fausses pièces détachées de la marque française. Marc a décidé de s'y rendre. Il se fait passer pour un client et veut savoir s'il est possible d'importer en France de faux produits Renault. Nous le suivons en caméra cachée. Vous voulez que l'emballage soit un vrai emballage Renault? Je préfère. Nous pouvons en discuter, ce n'est pas dans mes habitudes de travail. Je ne dis pas non, car c'est du business. On peut trouver une solution. Moi, s'il me fait une copie de ça, ça me va. Hein. L'homme commence par proposer à Marc des boîtes semblables à celles de Renault. Regardez sur celle-là, vous avez nos marques dessus. La boîte ressemble beaucoup à l'original de Renault, mais c'est notre propre emballage. C'est intéressant, mais je préfère ça. Nous sommes venus ici parce que le monsieur de Schneider qu'on a vu nous a dit qu'il pourrait nous aider à obtenir ceci. Zia est mon ami. Si ce n'était pas lui qui vous envoyait, j'aurais refusé de vous recevoir. Les hésitations sont de courte durée. L'homme finit par donner ses prix. 5,50 € les plaquettes de frein pour les Mégane, 6 pour les Clio, pour 1000 pièces minimum. Le transport en France est effectué par camion en traversant l'Europe. Eux, ils sont capables de faire ça avec l'hologramme? Bien sûr. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ça. Hein. Nous travaillons directement avec Renault. Eux, ils travaillent pour Renault? Bien sûr. It was very nice to meet you. Thank you. Marc promet de reprendre contact au plus vite, mais il ressort abasourdi par ce qu'il vient de découvrir. Les contrefacteurs dans ce cas seraient les propres sous-traitants de Renault, des traîtres de l'intérieur. Officiellement, ces sociétés ne font pas de contrefaçon. Ils nous expliquent qu'ils vont produire les produits dont on a besoin et qu'ils chargeront des ateliers clandestins de les mettre dans les bonnes boîtes, de mettre les bons marquages dessus, comme on veut. En fait, le client obtient ce qu'il veut. Voilà. Et ça coûte pas cher? Ça coûte rien du tout. Ben, je pense que si on ne fait rien, demain en France, on pourrait parfaitement nous retrouver avec une situation comme ici. Nos clients auraient les plus grandes difficultés à à savoir ce qu'ils achètent. Nous continuons notre enquête sans Marc. Direction les Sanayi, les zones d'activité en périphérie d'Istanbul où l'on produit et on vend des pièces détachées. Ici, la contrefaçon ne dérange personne. Nous entrons chez un commerçant qui parle librement devant notre caméra. Regardez tout ça. Ce sont des vrais? Non. Tout ce que vous voyez là est faux. Ces produits sont fabriqués dans notre pays. Nous mettons le logo de la marque et ça se vend très bien. Ce commerçant vend 70% de pièces fausses et seulement 30% d'authentiques. Jamais les autorités ne viennent interférer dans son commerce, le système est bien établi. Est-ce que vous vendez ici toutes les marques de contrefaçon? Nous les avons toutes, pas de problème. Vous pouvez acheter tout ce que vous voulez ici. Où trouvez-vous les boîtes? Ça, c'est rien. Dans notre pays, on imprime même des faux billets. Alors imprimer une boîte comme ça, c'est très simple. Gengis, qui travaille avec lui, tient à nous montrer comment on peut facilement se procurer des boîtes Renault sur Internet. Il suffit d'appeler directement le fournisseur sur son portable. Est-ce qu'ils peuvent fabriquer tous les modèles de carton et toutes les dimensions? Oui, absolument. Est-ce qu'ils proposent aussi des étiquettes? Celui qui fabrique les cartons fabrique généralement aussi les étiquettes. Pourquoi ça les étonne autant? Nous fabriquons des sous-marins et des avions. Des boîtes, ce n'est rien. Ce vendeur ne travaille que pour le marché turc, mais d'autres commerçants fournissent surtout des clients étrangers. À Istanbul, on vient du Moyen-Orient, du Maghreb ou d'ailleurs pour se procurer des fausses pièces. Nous avons décidé d'acheter des plaquettes Renault de contrefaçon et de comprendre comment nous pouvons être livrés en France. Est-il possible de les mettre dans de vrais emballages Renault? Oui, c'est possible. Nous demandons à acheter des échantillons de ces plaquettes. Le vendeur part les chercher dans l'arrière-boutique et revient avec de gros emballages Renault. Il confectionne lui-même les boîtes au cutter.
Pour l'instant, on conditionne comme ça. On n'a pas d'autres boîtes sous la main. Mais pour vos grosses commandes, nous aurons de meilleurs emballages. Nous achetons 8 plaquettes de frein et donnons une adresse de livraison d'un garage en région parisienne. Les plaquettes arriveront par la poste. Mais nous voulons savoir comment ils comptent livrer en France les grosses commandes que nous allons passer. On peut toujours se débrouiller pour envoyer des produits en Allemagne. Nous avons aussi un ami qui fait du business avec BMW. Il vit actuellement au Soudan, il s'occupe de transport routier. Il travaille avec l'Angleterre, la France, l'Allemagne, la Hollande. Il est soudanais? Non, c'est un Turc qui vit au Soudan. Pour les grosses commandes, vous pouvez passer par lui. Il vous fera un bon prix. Tout semble très facile. Nous leur promettons de reprendre contact au plus vite. Une semaine plus tard, de retour en France, le colis est arrivé sans encombre à destination. Nous décidons de faire tester la qualité des plaquettes par des spécialistes indépendants. Nicolas Pillet travaille à la CERAM, le centre d'essai et de recherche automobile de Mortefontaine dans l'Oise. Tiens Nico, les plaquettes pour le deuxième essai, donc qui viennent directement de Turquie. D'accord. Tiens, attends, hop, je vais te faire voir. Donc tiens, bah, tu vois, tu as une inter, une externe, non, elles sont toutes pareilles. On verra bien ce que ça va donner sur essai. Pour le test, la voiture a été équipée d'un ordinateur pour mesurer exactement la vitesse et la distance de freinage. Les experts ont d'abord effectué, avec les plaquettes d'origine, 10 tours de piste à une vitesse de 130 km/h. Avec ces vraies plaquettes, ils obtiennent une distance de freinage de 67 mètres en moyenne après chaque tour. Le véhicule va maintenant être équipé avec les plaquettes de contrefaçon venues de Turquie. Ouais, ça a l'air d'être un drôle d'aspect, mais on verra ce que ça va donner sur voiture. Nicolas repart sur le circuit et relance la voiture à 130 km/h. Premier coup de frein. Donc on freine beaucoup moins bien puisqu'on est quasiment 5 mètres de moins. C'est surtout que j'ai une pédale très longue. Il faut vraiment que je force beaucoup plus pour avoir une décélération qui est à peu près correcte, mais qui est moins bonne que l'origine. Le test n'est pas terminé. À chaque freinage, au deuxième, troisième et quatrième tour, la distance de freinage s'allonge de 5 mètres supplémentaires. Arrivé au 5e freinage, Nicolas tire les premières conclusions. Et voilà, nous sommes à 90 mètres au 5e freinage. Donc on est toujours encore en train d'augmenter la distance d'arrêt et on n'est qu'au 5e freinage. Au 5e freinage, à 90 mètres, on a donc ça fait 22 mètres de différence au 5e freinage. Ce qui commence à devenir passablement dangereux. Le pire, c'est qu'on a de la fumée. C'est de la fumée qui sort d'où? C'est de la fumée qui sort du frein, qui sort de la garniture, enfin de l'échauffement entre la garniture et le disque. Dès qu'on s'arrête, la fumée sort et on la voit clairement, alors que ce matin, on n'avait pas eu de soucis. Plus ça va et plus c'est terrible. Ah oui, carrément. Bah là, je perds 5 mètres à chaque distance d'arrêt quasiment. Là maintenant, je peux vous le dire franchement, c'est clairement, pour moi, pas vendable sur un marché et dangereux. 22 mètres au 5e freinage, j'ai jamais vu ça. Après 10 tours de piste et 10 freinages, retour au garage, les experts sont stupéfaits. Voilà. Si on compare par rapport à l'origine, donc là on a la neuve de contrefaçon, on a la contrefaçon qui a été utilisée, et là on a celle qui a été utilisée et d'origine. Donc on voit très bien que celle d'origine, elle est très peu usée, elle est toujours brillante, il n'y a pas de déchirure, il n'y a pas de choses comme ça. Alors que là voilà, il y a des morceaux de garniture qui s'en vont partout. On voit même déjà des débuts de fissuration, on va dire transversale, alors que là c'est juste de l'émiettage. Là, celles-là, elles ne vont pas faire très longtemps. On sait que les pièces de contrefaçon arrivent en Europe, mais qui les utilise? Dans quel circuit? Dans le monde des professionnels de l'automobile, la suspicion se porte souvent sur les mécaniciens de quartier.
Un sujet rarement abordé ouvertement dans ce milieu. Mais René Verzelletti accepte, lui, de nous en parler. De celle-ci, j'en ai jamais vu. De la contrefaçon, a priori, j'en ai jamais eu entre les mains. Si j'en ai eu, je m'en suis pas aperçu. Donc celle-ci est vraiment très grossière. Nous, garagistes, on travaille avec des fournisseurs depuis des années, les uns comme les autres. On peut en avoir 1, 2, 3, 4, mais ces fournisseurs-là ne peuvent pas se permettre de nous vendre de la mauvaise qualité. Parce que ça nous revient dessus et automatiquement, ça retourne chez eux. Donc, à un moment donné, ils auront un manque à gagner aussi. Pour les mécaniciens professionnels, il y a trop de risques à utiliser des faux. Mais pour les mécaniciens du dimanche qui s'équipent sur Internet à bas prix, c'est une autre histoire. Du vrai bon matos, quoi. Par Internet, il n'y a pas de protection. Vous prenez Internet, vous demandez un jeu de plaquettes, ils vont vous donner un jeu de plaquettes d'une marque, par exemple, qui est un fabricant. Et dedans, c'est pas de la... c'est de la garniture, c'est du carton. Vous mettez 2 coups de frein, ça brûle. On va positionner l'autre après. L'opération de l'Organisation mondiale des douanes touche à sa fin. C'est l'heure du bilan. Faux pesticides au Liban, faux parfums à Marseille, faux cosmétiques en Roumanie et à Casablanca, faux matériel de téléphonie mobile, faux stylos, fausses pièces détachées. Sur 26 conteneurs ouverts, 21 étaient remplis de contrefaçons. L'opération a permis de découvrir 2 millions d'objets illicites. Pourtant, le résultat reste en dessous des objectifs fixés. Christophe Zimmermann ne se leurre pas. La guerre du faux est loin d'être gagnée. Vous imaginez sur 16 ports aujourd'hui pendant 5 jours, ce que ça peut donner au niveau mondial pendant une année. Donc on a véritablement, et ça c'est une des révolutions qui date d'il y a un peu moins de 10 ans, où on a vraiment un phénomène industriel de la contrefaçon. On a véritablement des usines qui ne fabriquent que ça. Pour quel marché? Pour l'ensemble des marchés du monde, parce que quel que soit le pays où nous allons, on trouve de la contrefaçon. Au Maroc, nous avons une part de l'économie qui travaille dans l'informel. Qu'est-ce qu'ils vendent? Ils vendent de la contrefaçon. Si demain le Maroc met une tolérance zéro, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui sont à la rue. Donc avec des conséquences sociales importantes. Et c'est le cas de toute l'Afrique. C'est le cas de l'Amérique du Sud. On a beaucoup de pays où le commerce informel permet aux gens de vivre. Donc on ne peut pas du jour au lendemain, pour des raisons politiques, pour des raisons sociales, interdire la contrefaçon à 100%. Les douaniers le savent. Certaines grandes marques ont intérêt à fermer les yeux sur la contrefaçon dans les pays émergents. Entamer des poursuites coûte cher et ce n'est pas toujours rentable sur ces marchés. Résultat, dans beaucoup de ces pays, le faux est partout, mais il n'y a personne pour se préoccuper de la santé des consommateurs.